Chers amis, bonjour. Au début des années 2000, la Chine avait pour projet de relier Pékin à Londres en TGV, en train à grande vitesse, pas forcément le nôtre, en 2 jours seulement. J'apprenais ça au tout début des années 2000 dans mes cours d'histoire économique. Je me souviens, les petits étudiants qu'on était étaient un peu effarés de voir qu'on pouvait imaginer un TGV non pas sur 500 ou 1000 km, éventuellement 1500, mais 10 000 km et même un peu plus. Et on regardait ça en se demandant à quoi ça pouvait bien servir, où ça allait. Notre professeur, d'ailleurs, nous donnait cet exemple-là pour montrer la différence d'état d'esprit qu'on pouvait avoir d'un peuple à un autre. Et ce souvenir que j'ai assez vivace s'est ensuite développé, enfin c'est pas mon souvenir qui s'est développé, le projet chinois s'est développé dans une grande initiative qu'on appelle BRI, Belt and Road Initiative, ou l'initiative Ceinture et Route, qui est le grand programme chinois de route commerciale et d'influence dans le monde. Donc Belt est la ceinture et route, l'initiative Ceinture et Route. Routes qui sont en gros ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, les chemins terrestres pour relier la Chine à l'Europe occidentale. Et Belt, donc les ceintures maritimes pour relier toutes les grands ports mondiaux. Et tout ça s'est développé sans qu'on s'en rende vraiment compte en Europe. Alors si, on s'en rend compte quand on va au supermarché et qu'on voit du Made in China partout, il faut bien que ça passe quelque part, il faut bien que ça arrive. On n'est pas non plus en train de se rendre compte qu'on est aujourd'hui face à une sorte de paradoxe qui est que les échanges entre l'Europe et la Chine n'ont jamais été aussi importants qu'en 2022, où avec le Covid, il y a eu une flambée des importations européennes venant de Chine. Ça a reflué un petit peu en 2023 et même chemin en 2024, mais on reste sur des niveaux extrêmement important, c'est pas compliqué. Vous aviez un premier record en 2021, deuxième record en 2022, on est arrivé, c'est-à-dire que les niveaux auxquels on est sont les niveaux les plus importants qu'on ait jamais vus, à part l'année absolument dantesque de 2022. Donc on a ce moment-là où les échanges sont extrêmement importants, et en même temps, les grandes routes entre l'Europe et l'Asie du Sud-Est, et en particulier la Chine, sont en train, si ce n'est de se fermer, de devenir beaucoup plus compliquées. Il y en a qui sont simplement fermées avec le conflit ukrainien. Et ce que je veux vous dire dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que en quelques heures à peine, on pourrait aujourd'hui couper assez massivement les communications par voie, on va regarder justement les différentes voies, les voies terrestres, aériennes et maritimes. C'est le plan de cette vidéo. On peut très très vite en fait être coupé de la Chine et pourrait penser que c'est un enjeu stratégique de l'Amérique, des États-Unis, de nous couper de l'Asie pour s'assurer notre allégeance dans le grand conflit entre la Chine et les États-Unis qui est en train de monter. On parlera peut-être un petit peu des récentes déclarations de Trump, le grand pacifiste, lors de son premier mandat, qui est un des très rares présidents à ne pas avoir fait la guerre, qui tout d'un coup vient vous expliquer qu'il veut racheter le Groenland, reprendre le contrôle du Panama, et j'ai oublié le troisième, le Panama, le Groenland et bien évidemment fusionner avec le Canada. Excusez-moi. Donc tout d'un coup, on n'a plus du tout un discours pacifiste. On regardera ça peut-être dans une prochaine vidéo. Et rien de mieux pour pouvoir regarder tout ça que de regarder un petit peu avec quelques cartes. Donc on va regarder un petit peu comment on fait pour se balader entre l'Europe et la Chine. Et ce qui est le plus intéressant, parce que c'est probablement ce qui est le moins connu, parce que ça n'a pas vraiment eu le temps d'arriver jusqu'à nous, c'est plus quelque chose qu'on n'a pas réussi à développer, que les Chinois n'ont pas réussi à amener jusqu'à nous, qu'autre chose, ce sont ces fameuses voies terrestres, ces nouvelles routes de la soie entre la Chine et l'Europe occidentale. C'est donc cette fameuse Road Initiative qui, encore une fois, a avancé très fortement, notamment pour le fret. Il y avait une place
dont on n'est pas encore exactement sûr si elle peut se maintenir ou pas, pour le fret, le fret ferroviaire entre le bateau, qui généralement prend 3 mois, et l'avion qui prend 3 jours, pour faire simple, eh bien, on pouvait avoir une alternative par le train, qui prend une dizaine, une quinzaine de jours pour le fret. On n'est pas encore aux 2 jours du TGV, mais ça, c'est déjà, aujourd'hui, les liaisons existent déjà, c'est déjà possible. Ce qui fait qu'on ne les utilise pas, c'est les problèmes géopolitiques, et c'est ce que j'ai regardé aujourd'hui. Donc on a 3 grandes routes pour relier la Chine à l'Europe. La première, qui est la route, on va dire, pas la route, j'allais dire la route historique, non, parce qu'il y a les routes de la soie qui sont historiques, mais on a la route du Nord, qui est celle qui traverse la Mongolie pour rejoindre en gros le tracé du transsibérien et rejoindre l'Europe par la Russie. Et celle-là, elle est fermée, forcément, ça passe par la Russie. Donc, et d'ailleurs, pour qu'on se le dise très clairement, si les routes commerciales aujourd'hui sont fermées avec la Russie, c'est parce que nous l'avons décidé. Parce que nous avons mis la Russie sous embargo, la Russie a fait de même. Donc, donc c'est très important de bien avoir ça en tête, que toutes les voies de communication avec la Russie en direct de l'Europe sont coupées, et donc cette voie du Nord, aujourd'hui, semble fermée, et a priori pour un bon moment, à moins, vous me direz, que le conflit ukrainien s'arrête et que tous les embargos soient levés. Et c'est là où ce genre de réflexion est un petit peu intéressante, c'est qu'on peut se demander si jamais ces ruptures de voies commerciales sont la résultante du conflit ukrainien, ou si à un moment donné, le conflit ukrainien ne permet pas également de fermer ces voies. On ne va pas répondre simplement et facilement à cette question dans cette vidéo, mais dans l'approche géopolitique américaine, et la géopolitique reprend le devant de la scène, encore une fois avec ces déclarations de Trump, qui sont des déclarations extrêmement agressives, mais qui ont énormément de sens d'un point de vue géopolitique, qui sont extrêmement réfléchis, ça revient en plein. Et on sait que, historiquement, la grande manœuvre britannique d'abord et américaine ensuite est d'éviter absolument que l'Europe continentale puisse jouir des richesses du sous-sol de la Russie en particulier, et qu'en tout cas, aujourd'hui de la Chine, et qu'on empêche au maximum un lien très fort entre l'Europe qui est riche de ses populations, et la Russie et aujourd'hui la Chine, qui, elles, ont des richesses extraordinaires. Ça, c'est la grande politique, encore une fois, anglo-saxonne, d'abord britannique et ensuite américaine, parce que si une puissance unifiée eurasiatique émergeait, ça serait l'Amérique d'aujourd'hui ne pourrait pas faire concurrence. Bon, je vous rassure, on en est très très loin, vous voyez un petit peu où on en est au niveau européen. Mais on a au cœur de la réflexion géopolitique américaine cette crainte absolue de se dire que s'il y avait l'unité du grand continent eurasiatique, ils seraient foutus, ça serait leur domination serait finie. On pourrait me dire, on n'est pas obligé de vouloir dominer le monde tout le temps. Oui, enfin bon, une fois qu'on est en haut, on n'a pas tellement envie de redescendre. Donc vous avez cette première route du Nord qui est fermée. Et ensuite, vous avez 2 routes là, qui reprennent davantage les tracés des routes de la soie. Et là, on va arriver dans les régions qui me plaisent énormément, parce que qui me plaisent, qui sont absolument passionnantes à étudier, tellement c'est compliqué et difficile. On arrive donc au Proche et au Moyen-Orient, où là, il faut qu'on se mette à traverser des zones, pour une fois qu'on a quitté la Chine, on arrive très très vite donc, vers le Kazakhstan. Donc le Kazakhstan, ça va encore un peu, on peut traverser. Mais après, si vous regardez, à un moment, vous allez quand même vous taper dans la mer Noire. Et une fois que vous êtes sur la mer Noire, vous avez un tout petit couloir. Une fois que vous avez traversé l'Ouzbékistan, le Turkménistan, vous arrivez sur la mer Noire. Et bien, au nord, vous avez la Russie. Au sud, vous avez l'Iran. Donc 2 endroits que vous ne traversez pas.
Et vous avez donc ce petit couloir azerbaïdjanais, donc il faut traverser l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour pouvoir passer par là, et ensuite soit remonter, non c'est encore la Russie, et ensuite arriver en Turquie. Donc ça, d'un point de vue terrestre, c'est la dernière voie qui est encore à peu près envisageable, sauf que cette voie-là, bon déjà il faut traverser la mer Noire, et la deuxième chose, c'est que vous avez l'Azerbaïdjan et l'Arménie, dont on entend quand même assez régulièrement parler, et qui sont en fait un enjeu essentiel en termes de route terrestre, et c'est pas tout à fait pour rien que vous avez beaucoup de tensions en ce moment, parce que c'est un endroit ultra stratégique d'un point de vue terrestre et puis aussi d'un point de vue aérien, parce que aujourd'hui on y reviendra, mais d'un point de vue aérien c'est aussi un des endroits par où on passe. Et on va à peine mentionner la route du Sud, où là, quand vous quittez la Chine, vous allez passer par le Pakistan et l'Iran. Bon, ça, c'est pas pour nous. Donc, ce qui est assez intéressant de voir que dans cette immensité eurasiatique, si vous voulez relier d'un point de vue terrestre aujourd'hui la Chine avec l'Europe, eh bien, vous êtes obligé de passer par ce tout petit goulet d'étranglement azerbaïdjanais. Sinon, vous avez des pays sous embargo, donc c'est pas compliqué, la Russie et l'Iran au nord, au sud. Donc ça, déjà, d'un point de vue, donc les voies terrestres, celles qu'on comprend moins, mais ça nous viendrait même plus à l'idée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait faire un Paris-Moscou et un Moscou-Pékin. Ça prendrait pas 2 jours de TGV, mais en soi, les liaisons pourraient être là, on pourrait faire tout ça. C'est-à-dire qu'on a tout un potentiel de liaisons terrestres qui s'est fermé avec le conflit ukrainien. Et ça, aujourd'hui, et donc qui tient encore une fois vaguement un cheveu. Et pareil, les Chinois ne communiquent plus dessus parce que ils savent bien que vous pouvez pas développer, mettre des centaines de milliards, ils en ont déjà mis beaucoup, pour des projets qui peuvent s'effondrer un peu comme des Nord Stream 2 ou des gazoducs que vous travaillez dessus pendant 20 ans et puis tout d'un coup on vous fait péter ça et ça n'existe plus. Oui, genre les routes énergétiques c'est intéressant aussi. On pourrait en parler. Donc vous avez donc là les routes terrestres, où là, c'est vraiment le truc le plus prégnant. Aujourd'hui, on pourrait avoir ces chemins qui sont à peu près inexistants. Vous avez un petit peu de fret qui passe par, je dis, ce dernier chemin, mais ce que les Chinois appelaient le grand pont eurasiatique, qui devait passer par la Russie, celui-là, enterré, qui était censé être la voie principale, qui est la voie la plus directe et la plus simple pour relier l'Allemagne, c'est ça qui les intéresse d'un point de vue économique, au littoral chinois, qui est important. Et si on regarde maintenant la partie, le trafic aérien, la circulation aérienne, c'est assez intéressant parce que, pareil, on pourrait se dire que dans le ciel, on se balade et qu'on peut aller de toutes les manières qu'on veut de Paris jusqu'à Pékin ou Hong Kong ou Shanghai. Et en fait, non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que vous avez aujourd'hui des interdictions de survol de la Russie. Alors attention, là, c'est pas... Vous avez 2 problèmes pour les compagnies aériennes. Vous avez les pays en guerre que vous ne pouvez pas ou que vous pouvez difficilement survoler, et vous avez les pays sous embargo, là en l'occurrence la Russie, où nous on a décidé qu'on interdisait aux avions russes de survoler nos territoires. Du coup les Russes ont dit si on peut pas aller sur les vôtres, vous pouvez pas aller sur les nôtres. Et c'est très intéressant, c'est pas les Russes qui sont à l'initiative, c'est nous, et ce sont les compagnies européennes aujourd'hui qui se plaignent massivement parce qu'elles ne peuvent pas survoler le territoire russe, alors que Air China peut, elle, survoler le territoire russe, et donc vous avez quelques liaisons entre l'Europe et la Chine qui se développent par là, et qui font énormément râler les compagnies européennes, parce que vous avez un avantage comparatif énorme, parce que c'est la voie la plus courte et la plus intéressante, donc vous économisez énormément en termes de prix de billets d'avion. Alors moi, je ne voyage pas dans ces régions-là, mais ceux qui voyagent beaucoup entre l'Asie et l'Europe, je vous conseille beaucoup d'aller regarder ce que fait Air China, parce qu'ils ont un avantage comparatif, ils ont des billets moins chers. Pourquoi ? Parce qu'ils ont accès à une route auxquelles les autres n'ont pas accès.
Donc vous avez cette première route russe qui est fermée, et ensuite, quand vous descendez, eh ben là, ça devient un petit peu compliqué, parce que si vous pouvez pas passer par la Russie, encore une fois, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en avion, vous pouvez pas traverser ni la Russie, ni l'Iran, soit il vous reste ce petit couloir azerbaïdjanais, soit faut aller à Dubaï. Et puis une fois que vous êtes à Dubaï, vous faites le tour par le sud de l'Iran, et puis vous survolez l'Inde, et puis vous arrivez où vous voulez en Chine. Donc, mais il faut encore aller à Dubaï. Et pour aller de Paris à Dubaï, ça a l'air très simple comme ça, mais il faut passer au-dessus de l'Irak, dans lequel vous avez une interdiction de survol, pas totale, mais presque, pour l'aviation française, pour l'aviation civile, on va dire plus simplement. Donc il faut passer au-dessus de l'Irak. Faut en gros pas prendre par un couloir entre l'Irak et l'Iran. C'est quelque chose que vous voyez très bien, je vous mettrai quand vous allez sur Flight Radar, où vous voyez les avions en temps réel, et vous voyez où sont les avions, et vous voyez les couloirs qu'ils empruntent. Et donc vous avez un couloir entre l'Iran et l'Irak, vous avez un couloir aussi qui passe par l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Et on a soit des interdictions de survol, soit en tout cas des règles très strictes de survol et de l'attention très stricte sur ces régions-là, notamment à cause du conflit syrien et du fait que... j'ai dit du conflit syrien, pardon, pas du tout. À cause de... Là, il y a eu un peu le conflit syrien, mais là, récemment, surtout, ça a été à cause de la crise palestinienne et du fait que vous avez eu des échanges de roquettes assez nourris entre l'Iran et Israël, et que vous avez l'Irak au milieu. Vous avez tous les avions qui passent, qui traversent ces trucs-là. Donc, vous avez dans la grande déstabilisation actuelle qu'on a en ce moment, ça a une influence sur les avions, où les compagnies aériennes sont comme ça, en train de se dire, est-ce qu'on va pouvoir faire passer les avions ou pas, parce que personne ne veut que son avion se prenne une roquette en pleine tronche. Pour parler élégamment, excusez-moi. Donc, on se rend compte aujourd'hui que... on a, pareil, extrêmement peu de routes aériennes. Soit il faut descendre à Dubaï, soit il faut survoler la Russie, mais on ne peut pas le faire. Soit il faut passer par la Turquie et passer au-dessus de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Mais là aussi, on a des restrictions. C'est pas si simple de passer au-dessus. Donc ces couloirs aériens sont eux aussi extrêmement fragiles, et on peut très facilement couper des communications simples. Vous pourrez toujours, si vous avez besoin de vous rendre en Chine, faire le tour par les États-Unis. Mais bon, c'est-à-dire que si vous mettez à doubler ou tripler votre temps de trajet, ça et votre prix en même temps, ça a des conséquences. Et la dernière chose, qui est donc la voie maritime, pour relier les grands ports, que ce soit Anvers, Rotterdam ou Gênes. Désolé, il n'y a pas beaucoup de grands ports français. Marseille ne tient pas tellement le choc par rapport à Gênes. Et que si vous voulez rejoindre ensuite la Chine, le grand littoral chinois, eh bien, vous avez évidemment, en première instance, le canal de Suez, vous allez prendre, qui est la voie la plus courte, pour ensuite descendre la mer Rouge et contourner l'Inde pour arriver en Asie du Sud-Est. Donc ça, c'est la voie la plus évidente. Eh bien, là, depuis un an, le commerce du canal de Suez a baissé de 60%. C'est énorme. Les passages, les revenus du canal de Suez ont été divisés par 2. Vous avez de moins en moins de bateaux qui passent, et ce pour 2 raisons. Alors la première raison, c'est que c'est vrai qu'on avait un très fort passage en 2022. Pareil, quand vous avez des échanges qui n'ont jamais été aussi forts qu'en 2022, vous réduisez la voilure, forcément, ça se voit sur les routes maritimes, mais la raison la plus importante de la baisse du passage du canal de Suez, qui encore une fois est massive, c'est les Houthis.
Donc les Houthis au Yémen, parce que une fois que vous avez passé Suez, il faut descendre la mer Rouge et il faut passer entre Sanaa et Djibouti. Euh, euh, à Aden, par là, dans ces endroits-là. Et les Houthis qui ont renversé en 2014 ou 2015 le gouvernement du Yémen et qui sont en guerre depuis avec l'Arabie Saoudite et les États-Unis, mènent une guérilla et font, vous avez sûrement entendu parler, des actes de piraterie des Houthis et des Yéménites à Djibouti et en mer Rouge. Ça arrive à un tel niveau que désormais les compagnies de fret maritime préfèrent faire le tour faire le tour de l'Afrique et prendre l'énorme chemin en passant par l'Afrique du Sud et en remontant, et où on se rajoute 50% de trajet. Ça, j'ai pas fait le calcul, mais on se rajoute un trajet énorme pour éviter de passer par Suez. Ça, c'est en ce moment. Pareil, personne n'en parle, et donc là on pourrait se dire, ils sont embêtants, ces Houthis et ces Yéménites. On a eu une déclaration, pas plus tard qu'il y a peut-être 2 ou 3 jours, d'un responsable Houthi qui se plaignait de l'attitude des Américains qui empêche le processus de paix au Yémen en ce moment. Parce que le Yémen a énormément souffert depuis 10 ans. Ça n'a jamais été un pays très drôle, le Yémen, mais magnifique. Et donc aujourd'hui, c'est toujours intéressant de voir que les États-Unis ne jouent pas nécessairement le rôle qu'ils prétendent jouer. Et là où ils prétendent pousser un processus de paix, c'est pas forcément inintéressant d'avoir une zone un petit peu sensible à cet endroit-là, qui fait qu'on est obligé de déporter, de faire le tour, et puis même si on passe quand même si vous pouvez fermer Suez et tout ça, ça vous empêchera jamais de faire le tour par l'Afrique, et tout ça, ça fait quoi ? Ça fait ça coûte plus cher, ça fait donc des surcoûts, vous pouvez éventuellement derrière jouer avec des normes, avec des normes environnementales pour dire non, votre truc c'est arrivé, ça a consommé trop de gasoil, de mazout pour arriver jusqu'à chez nous, et donc vous pouvez comme ça jouer là-dessus, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On est aujourd'hui en train de voir le canal de Suez, qui, encore une fois, on est à une inflexion importante, parce que ils sont en train de voir le passage de Suez s'effondrer, alors même qu'ils voulaient élargir le canal. Vous avez des projets d'élargissement du canal, vous vous souvenez peut-être du bateau, c'était l'Evergreen, qui était resté en travers, parce que vous avez des passages extrêmement étroits du canal de Suez. Et donc ils voulaient l'agrandir, et là ils sont en train de dire peut-être pas, c'est une perte, c'est considérable pour l'Égypte qui est en train de se dire merde, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'ils l'ont pas vu venir. Enfin, ils l'ont peut-être vu venir, mais ils ne l'ont pas dit. Et donc voilà, et on voit que on a ces routes qui se ferment. On avait été avec Toxin interviewé Virginie Joran, qui nous avait dit au Parlement européen, donc Virginie Joran qui est députée européenne, qui nous avait dit que là, depuis quelques mois, il y a un grand vent anti-chinois qui se développe au Parlement européen. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut être pro-chinois contre les Américains, mais la grande histoire de la diplomatie européenne depuis au XXe siècle et au XXIe siècle, c'est de trouver sa place entre les deux géants à l'Est et à l'Ouest. Donc le géant américain, lui, n'a pas changé. Et à l'Est, là où il y avait la Russie, maintenant il y a la Chine, et on sait très très bien qu'on ne peut choisir ni l'un ou l'autre. La seule chose qu'on peut faire, c'est descendre au sud. C'est pas pour rien, la politique de France-Afrique gaullienne ne sort pas de nulle part, et on est en train de s'effondrer en Afrique en ce moment, au pire moment, au moment où on aurait le plus besoin non seulement de jouer les partenariats aussi bien entre la Chine que les États-Unis, les deux en même temps, parce qu'ils sont en train de vouloir nous prendre, quand je dis nous en tant qu'Européens, ils sont en train de vouloir nous prendre le Groenland qui est une terre danoise.
Et ça, c'est pas pour rien. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo aujourd'hui, mais pour faire la dernière route, parce que on s'est dit, bah tiens, il y a une route commerciale maritime qu'on n'a pas explorée, parce que jusqu'à présent, elle n'existait pas vraiment pour relier l'Asie du Sud-Est à l'Europe. Ça s'appelle le passage du Nord-Ouest. C'est le fameux passage du Nord-Ouest qui relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique par le Nord. Bien évidemment, jusqu'à assez récemment, ça passait pas à cause du froid et de la banquise et de la glace. Sauf que le réchauffement climatique, il y en a qui trouvent ça vachement intéressant, le réchauffement climatique eh bien, est en train de éventuellement rouvrir, en tout cas en été, cette route-là. Vous avez déjà des croisières qui passent par là, vous avez des embryons, et ça peut aller très très vite. Et vous avez un enjeu absolument massif sur l'Arctique. C'est pas pour rien que tout d'un coup vous avez Donald Trump qui vient vous expliquer que le Groenland il va le racheter et qu'il faudrait fusionner avec le Canada. Non seulement vous avez un contrôle de cette route du Nord-Ouest, mais vous avez en plus les immenses richesses de l'Arctique. Mais ça, ce sera la vidéo de demain. J'espère en tout cas que cette petite vidéo de géopolitique et de géographie vous aura intéressé. Mettez des pouces, partagez, et moi je vous souhaite un très bon début d'année et je vous dis à très vite.